Bienvenue à ce topo intitulé « Le racisme comme pilier dans le fondement du capitalisme, l'esclavage en Amérique, le commerce triangulaire et la naissance du capitalisme ». Alors, je vais me lancer. Racisme, xénophobie, discours anti-migrants et une extrême droite dont les idées progressent, c'est aujourd'hui une réalité auquel font face les travailleurs et révolutionnaires. Le racisme est un pilier instrumentalisé par la bourgeoisie pour diviser le prolétariat, frontières, nationalisme, préjugés décomplexés et réactionnaires, tous mobilisés pour qu'elle puisse appliquer sa politique avec plus grande facilité. Comprendre, lutter contre ces mécanismes et ce poison est une priorité pour les révolutionnaires d'avant et d'aujourd'hui. Oui, sous le capitalisme, le racisme est bien une réalité qui existe. En Europe, contre les immigrés et personnes arabes ou noires, aux États-Unis, contre les migrants d'Amérique latine, contre les Peuls Mboro en Centrafrique, contre les Bobis en Guinée, et dans les sociétés passées de même, les discriminations contre les peuples et religions existaient. Pourtant, était-ce semblable? Il est normal de se demander si ça a toujours été le cas, si le racisme, comme on le connaît aujourd'hui, existe depuis toujours. Les communistes révolutionnaires, ayant comme boussole l'internationalisme prolétarien et comme méthode d'analyse de matérialisme historique, sont penchés sur le sujet depuis l'émergence du mouvement ouvrier. Ces militants et militantes sont allés jusqu'à puiser, analyser l'histoire pour mieux comprendre comment et pourquoi le poison qu'est le racisme émerge a été utilisé à différents moments pendant l'histoire. Effectivement, comprendre le racisme sous le capitalisme demande de comprendre d'où il émerge, mais surtout à quel processus économique et demande historique il répond, c'est-à-dire à quel intérêt de classe. C'est de l'ordre économique féodal que naît l'ordre économique capitaliste. La dissolution du système féodal a dégagé les éléments constitutifs du système capitaliste. Et pour ce faire, il avait besoin d'une suffisante concentration de richesses et de capital préalable. Marx observe déjà en 1846, alors qu'il voit apparaître les débuts du capitalisme industriel, le rôle qu'a joué l'esclavage dans la soi-disant accumulation primitive. Difficile de dire exactement quand ça commence, mais on peut diviser ce long processus en 3 phases. Le topo essaiera de revenir dessus bien qu'on peut. La découverte des Amériques, de l'Europe feudale au début des pillages des ressources, colonisation des empires européens du XVe au XVIIe siècle, et début donc du capitalisme commercial. Puis le commerce triangulaire, l'esclavage, en lien avec le système de plantation pour les commerces de marchandises, esclaves, sucre, tabac, coton, du XVIIIe au XIXe, avec donc des monopoles qui émergent et des concurrences entre des fermes. Et finalement, ça sera l'essor du capitalisme industriel, début du XIXe siècle, et la fin de la traite une fois la naissance du mode de production capitaliste industriel consolidé, qui verra s'en défaire. Le commerce triangulaire, la traite, l'esclavage jouent un rôle clé dans cette transition du féodalisme au capitalisme. La traite servira d'accumulation de capital pour financer la révolution industrielle en Angleterre. La défense ou attaque pour ou contre le commerce triangulaire se dote de moralité ou politique. Mais le commerce triangulaire est avant tout quelque chose qui peut se mesurer en sterling, dollars ou hectares. Les forces décisives sont celles du développement économique. En fait, les hommes poursuivront leurs intérêts sans être forcément conscients. Les marchands, industriels, politiciens, même s'ils sont conscients de leur intérêt immédiat dans le développement du commerce triangulaire, sont pour cette même raison aveugles aux conséquences long terme de leurs actions. L'avancée des routes et réseaux, de la construction des plantations, la production et vente des marchandises, des sociétés par action, fonctionnant par emprunt et dette, tout ça reposant sur l'organisation du travail forcé, c'est le début de l'organisation mondiale du commerce. C'est aussi ce qui permet à la bourgeoisie d'émerger en tant que classe. En fait, c'est bien aux besoins d'exploitation que vient s'ajouter le racisme. Le racisme et la stratification raciale biologique n'existent que pour justifier la position de chaque personne de la production des plantations, qui se structure sur des centaines d'années. C'est elle, cette bourgeoisie, qui transformera le monde, permettra de sortir des obscures sociétés féodales et de changer l'histoire de l'humanité à nouveau. L'avènement du capitalisme naît bien de boue et de sang. L'esclavage permettra de poser les bases du développement capitaliste. On reviendra sur certains facteurs idéologiques, mais on cherchera surtout à les comprendre en relation avec le développement des périodes. Le racisme n'est jamais indépendant du mode de production historique dans lequel il émerge ou existe, et c'est bien l'exploitation qui précède le dispositif discriminatoire qui vient s'y ajouter. Oui, le racisme est pilier dans le fondement du capitalisme, et pourtant, c'est l'émergence du capitalisme et les modes d'exploitation qui sont l'élément déterminant de la forme que prend la discrimination, et donc la naissance du racisme moderne. Parce que oui, nous, on pense que c'est essentiel de comprendre les liens intrinsèques entre le racisme et le capitalisme. Car c'est ça qui nous pousse à une analyse différente du reste du mouvement antiraciste sur comment est-ce qu'on met fin, en fait, au racisme. En effet, nous, on a une divergence avec des courants de l'antiracisme qui, même si on respecte leur militantisme et l'utilité qu'ils ont dans cette lutte au quotidien, en fait, ils commettent une erreur essentielle. Celle de penser que c'est possible de mettre fin au racisme sous le capitalisme. Et qui donc ne cherchent pas à combattre le système qui génère et structure le racisme. Évidemment qu'il faut combattre pied à pied toutes les formes de racisme aujourd'hui, sous le capitalisme. Évidemment que les communistes révolutionnaires ils doivent être à l'avant-garde de ces luttes, qui doivent chercher à les organiser et à les faire gagner, à chercher par toutes ces luttes possibles
a fait reculer cette oppression qui pèse de tout son poids sur une partie de notre classe. Mais en même temps, si on veut vraiment mettre fin au racisme, il faut mettre fin au système qui le génère, qui le nourrit et qui le structure, le capitalisme. On pense que si on est profondément antiraciste, on doit aussi être révolutionnaire et se battre pour la destruction de ce système qui ne nous offre qu'exploitation et oppression. Et pour comprendre ça, c'est essentiel de comprendre que l'esclavagisme et la traite négrière sont au fondement de la naissance du capitalisme et que c'est par l'oppression de millions et millions d'individus que s'est constitué le capitalisme. Pour commencer, on va d'abord rappeler en fait, que les sociétés d'esclaves, elles existaient bien avant le commerce triangulaire et la traite du XVIIe, XIXe siècle. En effet, la société grecque antique et la République romaine, ça reposait sur le travail des esclaves. Dans ces deux sociétés, les esclaves ils étaient indispensables pour l'épanouissement social des hommes libres dans la démocratie athénienne, à savoir l'homme grec avec ses propriétés. Pour les Athéniens, les barbares, qui pouvaient être réduits en esclavage, c'était toutes les personnes qui ne parlaient pas grec, sans qu'il soit question de race. C'est là la différence avec la traite négrière, cette absence de théorisation raciale de l'exploitation. Ces sociétés, elles sont définies par la brutalité et par la violence. L'élevage d'esclaves domestiques, gladiateurs, même pour les spectacles de cirque. Le travail fait par les esclaves, il permet pour les maîtres une accumulation de richesses et donc l'extension de la production. Mais lors de la chute de la société romaine, les anciens esclaves, ils se voient attribuer des terres à cultiver, ils passent d'esclaves à des esclaves casés, entre guillemets, donc en fait des serfs. Ce processus, il s'étale sur plusieurs siècles de façon inégale, jusqu'à donner le système féodal propre à l'Europe occidentale du 9e au 13e siècle, avec le mode de production spécifique qu'est le servage. Dans la société du Moyen-Âge, le seigneur il dispose de la moitié du travail ou de la moitié de la récolte des paysans serfs. Nombreux sont les seigneurs qui ont sur leur terre des centaines, sinon des milliers de paysans. C'est ce qui permet une première accumulation de capital via le servage. Et en fait, le point de bascule entre le féodalisme et le capitalisme, c'est la traite négrière. Et c'est dans la transition entre ces deux modes de production qu'est apparu le racisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. On voit alors un début d'économie marchande et bancaire, mais limité à l'Europe occidentale. Puis entre le 15e et le 16e siècle, les monarchies ont choisi de financer une bourgeoisie, constituée alors de petits marchands, dans son projet de pseudo-grande découverte. Vous savez, le fameux Christophe Colomb, Vasco da Gama, qui découvre, avec d'énormes guillemets, des terres sur lesquelles vivent en réalité déjà des peuples. Parce que oui, la bourgeoisie, elle n'est pas tombée du ciel. Au départ, ce sont des petits marchands qui ont entrepris cette traversée, malgré les risques de cette dernière. Et ça parce qu'ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire, notamment avec le pillage des terres, la mise en esclavage des populations locales et la recherche de l'or et des matières premières. Ce sont par cette première vaste accumulation de richesses que ce qu'allaient devenir les grandes fortunes capitalistes se sont forgées. Marx il écrivait en 1846 que, je cite, « l'esclavage direct est le pivot de notre industrialisme actuel, ainsi bien que les machines, le crédit. Sans esclavage, vous n'avez pas de coton. Sans coton, vous n'avez pas d'industrie moderne. C'est l'esclavage qui a donné de la valeur aux colonies. Ce sont les colonies qui ont créé le commerce du monde. C'est le commerce du monde qui est la condition nécessaire de la grande industrie machinelle. C'est ce capitalisme qui a été utilisé, en fin de la citation, c'est ce capital qui a été utilisé pour les grands investissements de la bourgeoisie et qui a permis le fondement du capitalisme. Les grandes découvertes technologiques, la révolution industrielle, les premières formes d'usines, les ateliers, notamment du textile en Europe, ou encore les usines qui vont servir à raffiner les ressources pillées, comme la transformation de la canne à sucre en sucre raffiné ou la distillation de l'alcool. Méthode détaillera ces exemples un peu plus tard dans le topo. Cette accumulation de capital, elle s'est pas faite sans concurrence entre les différentes bourgeoisies, ni sans exploitation féroce et barbare. Bien au contraire, c'est au prix de massacres de populations locales et de la mise en esclavage d'une partie de l'humanité que la bourgeoisie elle a mené cet enrichissement. Les États conquérants, les monarchies portugaises et espagnoles, elles entrent immédiatement après les premières dites découvertes en concurrence pour un premier partage du monde connu. Dès 1494, le pape il préside ce partage et le Brésil et l'Afrique tombent sous domination portugaise. Le roi de France, François Ier, il est très mécontent de ne pas avoir droit à une part du gâteau et il aurait alors déclaré « Le soleil brille pour moi comme pour les autres. J'aimerais bien prendre connaissance de la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde. » On voit un peu le genre. Et en fait, c'est dans cette logique de concurrence et dans le siège de la répartition du monde que naît un capitalisme marchand. C'est comme ça que la monarchie française, en fait, elle s'est emparée de la Martinique, de la Guadeloupe, ainsi qu'une partie de l'île appelée Hispaniola par Christophe Colomb, partie qui va devenir après la Saint-Domingue française et plus tard l'actuelle Haïti. Il était cultivé, outre le manioc, le tabac et une nouvelle culture, la canne à sucre. À l'autre bout du monde, dans l'océan Indien, l'île de la Réunion, qui s'appelait alors l'île Bourbon, fut livrée à la Compagnie française des Indes orientales. Son conseil d'administration la gère et il déporte des esclaves depuis l'Inde et Madagascar, puis l'Afrique, pour y cultiver le café.
Les relations entre métropole et colons sont régies par les règles d'un code nommé le pacte colonial. Par exemple, sous Colbert, les plantations de canne à sucre des Antilles, ils doivent fournir la matière première en exclusivité aux raffineries réservées à la métropole. Ce système d'exploitation et de pillage, il procure, et on voit à quel prix, de grands atouts aux bourgeois européens. D'une part, la possibilité de transférer des cultures d'une partie du monde à une autre, faire produire dans un pays à faible coût, avant de transférer cette production sur d'autres marchés. Mais la production dans les plantations de canne à sucre dans les colonies françaises ou dans les mines d'or et d'argent en Amérique, ça pose un problème de main-d'œuvre d'une toute autre dimension. Et en fait, pour répondre à ce problème de main-d'œuvre, c'est pour répondre à ce problème de main-d'œuvre qu'est mise en place cette traite négrière. Ce que la bourgeoisie alors appelait de manière très lisse le commerce triangulaire. Le raisonnement était horrible, mais simple. Les conquistadors, ils avaient décimé les populations locales. Et ils avaient besoin d'une main-d'œuvre extrêmement peu coûteuse pour exploiter les ressources de ce nouveau monde. Pour donner une idée des massacres des populations locales, Eric Williams, un des historiens pionniers de l'histoire de l'esclavage, il écrit dans un de ses bouquins, je cite, « On peut se faire une idée de la démographie générale en observant l'évolution démographique connue par Hispaniola, la fameuse île sur laquelle Christophe Colomb arrive en premier. Selon les premières estimations, la population de l'île en 1492, elle se situe entre 200 000 et 300 000 habitants. En 1508, on n'en comptait plus que 60 000. Et enfin 14 000 en 1514. En 1548, on doute qu'on puisse encore trouver 500 véritables Indiens. Fin de la citation. C'est de ce constat démographique que naît l'origine de l'esclavage des populations noires. Eric Williams, il écrit « Nous trouvons donc ici l'origine de l'esclavage des Noirs. La cause en était économique et non raciale. Cela avait moins à voir avec la couleur de la peau du travailleur qu'avec le bas prix de la main-d'œuvre. Comparé au travail des Indiens ou des Blancs, l'esclavage des Noirs était bien plus profitable. » Fin de la citation. C'est donc au nom d'un besoin matériel de main-d'œuvre exploitable jusqu'au sang qu'a été commis l'un des pires crimes de l'humanité. La mise en esclavage de millions et millions d'êtres humains. On estime que c'est 4 millions d'esclaves qui ont été déportés en Amérique dans des conditions qui n'ont aucun mot assez fort pour les décrire, où les gens étaient entassés les uns sur les autres, au point qu'il y avait eu des milliers de morts par asphyxie dans les cales de bateaux, où il y a eu des suicides collectifs d'esclaves qui préféraient se jeter à la mer en plein océan plutôt que d'arriver en Amérique esclave. C'est avec la traite négrière qu'on a vu apparaître pour la première fois une mise en esclavage expliquée, justifiée, rationalisée par la couleur de peau. Des papes, des membres du clergé, des théologues présupposés intellectuels écrivaient alors une tonne de bouquins pour expliquer que les Noirs, ils étaient inférieurs aux Blancs, que ce n'étaient pas des êtres humains, qu'ils n'avaient même pas d'âme. Des croquis sont même faits pour comparer les crânes, comparer les squelettes, etc., etc. Toute une théorisation inédite dans l'histoire de l'humanité qui permet à la bourgeoisie de justifier la mise en place de la traite négrière. Eric Williams, toujours le même, il écrivait « Les caractéristiques de l'homme, ses cheveux, sa couleur ou sa dentition, ces caractéristiques de sous-homme, entre guillemets, largement invoquées, ne furent qu'une rationalisation ultérieure pour justifier un simple fait économique. Les colonies avaient besoin de main-d'œuvre et dépendaient du travail des Noirs. » En fait, c'est grâce au racisme, grâce à la théorisation de l'infériorité d'une partie de l'humanité, à cause de sa couleur, que la bourgeoisie a pu mettre en place la plus grande accumulation de capital de cette période. Pour le dire simplement, c'est la mise en place de la traite négrière, justifiée par le racisme, qui crée les conditions du développement du capitalisme. Mais je laisse Tom détailler là-dessus. Quand on arrivera à la fin du XVIIIe siècle, il s'agirait pour les puissances telles que l'Hollande, France, Angleterre d'arriver à contester la présence espagnole et prendre leur part au soleil. Sous le soleil du Nouveau Monde, sucre, tabac, plantation de coton, et aussi l'homme noir qui, lui, n'aura pas eu le choix d'y s'y retrouver. Qu'est-ce que fait une bonne colonie? Plein de bonnes terres, répondait Adam Smith. L'origine de la traite, c'est cela. Le fait que le travail était moins coûteux, il fallait cultiver le sucre dans les Caraïbes, le tabac et le coton sur le continent, et pour cela créer une organisation sociale et économique inférieure d'exploiteurs et d'exploités. Ce réseau qui ramenait et faisait travailler les engagés dans les colonies, indentured servants en anglais, ces domestiques non payés, des serfs, anciens paysans ou délaissés d'Irlande, d'Allemagne, d'Écosse ou autres coins d'Europe, dont juste une partie de l'économie participait à la traite avant 1180. En fait, tout ce réseau-là, il fonctionnait plutôt sur cette base-là. Mais à partir de ce moment-là, il basculait au service du commerce triangulaire. Un capital suffisant avait accumulé et celui-ci fera transférer les réseaux, transports, dispositifs variés utilisés pour déplacer les Européens engagés au déplacement des personnes noires. Bristol, centre du commerce des engagés, se transforme en l'un des centres de la traite. Les felon drivers, ceux qui ramenaient les délaissés criminels paupérisés aux colonies, se reconvertissent facilement en trafiquants d'esclaves, des slave drivers. C'est le premier First Slave Act en 1661 pour l'Angleterre. C'est aussi à ce moment-là qu'on va émerger le Code noir en 1685 en France.
Très vite, les petits fermiers des colonies se voient obligés de bouger puisque l'accélération de l'esclavage fait que les grands exploiteurs agricoles les chassent des lieux, à différents rythmes bien sûr selon les endroits. Avec le besoin du sucre, la déprédation devient la violente réalité, les commonwealths des fermiers disparaissent pour laisser place à des grandes plantations de sucre qui appartiennent à un gang de magnats capitalistes absents, les terres travaillées par une masse volée de leur terre d'origine. Pour les plus fortunés des pauvres blancs, ils peuvent devenir contremaîtres, médecins, et cela suffit. En Virginia, dans les colonies américaines, reconnues comme l'état colonial de la yeomanry, à savoir les petits fermiers américains, les esclaves sont 1/20 de la population en 1670 et 1/4 de la population en 1730. Le prix des terres monte, le besoin de travailler le sucre requiert la capacité à raffiner des centaines d'hectares minimum. Il ne peut exister que deux classes dans une telle société, entre guillemets. La terre des petits fermiers en un demi-siècle est remplacée par celle des agriculteurs riches et des esclaves opprimés. C'est durant cette période aussi que la société esclavagiste et le racisme qu'on lui associe un peu maintenant se forment plus. Le marronnage est la pratique la plus répandue pour ceux qui osent résister. Ces efforts courageux, parfois collectifs, mais souvent individuels, existent chez les couches opprimées. S'il manque d'organisation à cette pratique, c'est surtout que les Noirs sous l'esclavage n'agissent pas, ne sont pas ce qu'on peut nommer une classe homogène. La chefferie, la division entre différents groupes existent bel et bien, très différents dépendant des lieux encore, mais surtout les Noirs des colonies n'agissent pas comme une classe sociale puisqu'il existe entre eux différentes stratifications et couches. Les Noirs venus du continent, les Noirs affranchis, Noirs libres qui peuvent accéder à la propriété, les mulattes, quarterons, capes, griffons, octavons, enfin, tous représentent dans cette un peu codification des différentes tâches et ont un différent rôle dans la stratification sociale et le travail des plantations en lui-même. C'est la différence entre travailler sur les champs, être contremaître, travailler à la maison, être nourrice, etc. Le racisme et la stratification raciale et biologique n'existent pour justifier la position de chaque personne dans la production et plantation qui se structure sur une centaine d'années. Les grandes banques, comme la Banque d'Angleterre, aussi à ce moment-là, fondée en 1694, commencent à apparaître et commence à être née la dette publique permettant d'instaurer un système de crédit international qui peuvent financer et avancer les voyages tout en demandant intérêt. C'est des sociétés par action et permet de générer une fortune improvisée, des financiers intermédiaires entre le gouvernement et la nation, ainsi celle que des traitants, marchands et manufacturiers particuliers. Dès 1750, il n'existait pas une ville commerçante ou manufacturière en Angleterre qui n'était pas de près ou de loin liée au commerce triangulaire ou à un autre commerce colonial direct. Le commerce libre avec la demande du sucre en 1760, c'est 146 navires avec une capacité de 36 000 esclaves. En 1771, ça passe à 190 navires avec 47 000 esclaves. On estime entre 1680 et 1786 que c'est effectivement 2 à 4 millions d'esclaves qui sont vendus de la colonie anglaise. On voit émerger des grandes villes, la plupart d'entre elles les futurs centres du capitalisme industriel. En 1750, sur les 237 commerçants d'esclaves listés dans la compagnie Merchants Trade to Africa, 237 sont listés à Bristol, 147 à Londres, 89 à Liverpool. On voit en fait dans ces villes, pour noter quelques-unes, à Liverpool, le nombre de navires appartenant au port a été multiplié par 4 entre 1709 et 1771. La ville passe de 5 000 habitants à 34 000 habitants. Vers la fin du XVIIIe siècle, Liverpool devient le plus grand port de la traite négrière de l'Ancien Monde. En 1795, la ville a 62% du commerce britannique et 43% de celui de l'Europe entière en termes de traite. Le capital investi, près d'1 million de sterling, les recettes douanières et droits de caisse ont explosé. Bristol est la deuxième ville d'Angleterre pendant les 3 premiers quarts du XVIIIe siècle. Après avoir été dépassé par Liverpool dans la traite négrière, Bristol se concentre sur le commerce direct du sucre. Le commerce avec les Antilles représentait jusqu'à 63% de son commerce en 1830. Manchester, bien que par un port, connaît une croissance économique massive, alimentée indirectement par le commerce triangulaire. Le capital accumulé à Liverpool par le commerce triangulaire était versé dans l'arrière-pays pour fertiliser les énergies de Manchester, c'est-à-dire les produits de Manchester, les cotonnades, etc. Et eux étaient échangés en Afrique contre les esclaves. Entre 1773 et 1824, la population de la ville a été multipliée par 6. Les Britanniques et le commerce qui entoure la traite servent aussi aux Espagnols pas capables d'entretenir les routes de commerce puisqu'ils étaient hors de l'Afrique. Avantage pour la couronne anglaise qui est payée en or et le commerce légal et illégal se répand. Il commence à y avoir des conflits entre commerçants d'esclaves et les propriétaires de sucre, vu que pour le cas de la France, ce n'était pas bénéfique pour les propriétaires des plantes. Ce serait 2/3 du commerce d'esclaves qui partent aux autres empires. L'Angleterre, première dans la traite et la transportation des Noirs réduit en esclavage du continent. C'est des conditions terribles, les personnes sont empilées dans les navires surchargés, maladies, suicides, mortalité. La vie des Noirs importe peu à ces marchands de chair, le profit est loin. C'est des retours de profit de 100%, voire 300% parfois sur certains voyages.
mais qui commence à avoir des contradictions. Ce commerce, en fait, il reliait 3 continents dans un cycle très rentable. Les navires quittaient la Grande-Bretagne, chargés de produits manufacturés pour l'Afrique, où ils étaient échangés contre des esclaves transportés vers les Amériques, qui étaient eux-mêmes vendus en échange de produits coloniaux, principalement le sucre, destinés au retour en métropole. La valeur de ce commerce était colossale. Vers la fin du XVIIe siècle, l'économiste Charles Davenant estimait que le commerce des plantations représentait 600 000 sterling sur les 2 millions de profits commerciaux totaux de la Grande-Bretagne. En 1798, William Pitt évalua le revenu annuel des plantations antillaises à 4 millions de livres contre 1 million pour le reste du monde. La période suivante, vers la fin du XVIIIe siècle, de 1783, marque une collision frontale et pourtant irréconciliable entre deux mondes économiques. La Révolution américaine a fracturé l'ancien système colonial, tandis que la révolution industrielle concomitante en Grande-Bretagne a donné naissance à un nouvel ordre économique dynamique, le capitalisme industriel, dont la logique antagoniste était fondamentalement opposée au monopole statique des planteurs antillais. L'indépendance des colonies du continent a coupé les Antilles britanniques de leur marché naturel, entre guillemets, pour les approvisionnements essentiels, les plaçant dans une position de faiblesse. Simultanément, la colonie française de Saint-Domingue, avec son sol plus fertile et ses coûts de production plus bas, est devenue le producteur de sucre dominant, laissant les planteurs britanniques lourdement endettés, incapables de rivaliser sur le marché mondial et plus dépendants que jamais sur le monopole protégé. Cela, en fait, jusqu'à la Révolution haïtienne qui s'accomplira en 1814, mais on ne verra pas trop dessus. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne connaissait une croissance industrielle sans précédent. Les exportations du coton britannique passèrent de plus d'1 million de livres en 1795 à 31 millions en 1830. La production de fonte brute fut multipliée par 10 entre 1790 et 1830 aussi. Cette expansion fulgurante a entraîné 2 changements critiques qui ont marginalisé l'économie des plantations. Premièrement, un changement de marché. Les nouvelles industries s'adressaient directement à un marché mondial, États-Unis, Amérique latine, qui éclipsait le marché antillais, le rendant de plus en plus, entre guillemets, négligeable. Deuxièmement, un changement de matière première. L'industrie cotonnière de Manchester est devenue massivement dépendante du coton cultivé par les esclaves aux États-Unis, alors que les Antilles fournissaient 70% des importations britanniques de coton brut entre 1786 et 1790. Leur part chuta à moins de 1% entre 1846 et 1850, tandis que les États-Unis fournissaient les 4 cinquièmes. Et ça deviendra un problème précisément plus tard, durant la guerre civile américaine. Le conflit économique fondamental était donc inévitable. Les nouveaux capitalistes industriels exigeaient le libre-échange pour accéder aux marchés mondiaux et aux matières premières à plus bas coût possible. Ils voulaient vendre leurs produits manufacturés au plus grand nombre et acheter du coton et du sucre au meilleur prix, quelle qu'en soit l'origine. À l'inverse, les planteurs antillais, ils dépendaient d'un monopole protégé pour leur survie même, incapables de concurrencer les producteurs plus efficaces de Cuba ou du Brésil. Ce conflit économique allait se manifester par un assaut politique direct et multiple contre l'ensemble des fondements du système antillais. La domination économique de la nouvelle classe industrielle se traduisait par un pouvoir politique, particulièrement après la loi de réforme électorale en 1832. Ce pouvoir fut utilisé systématiquement pour démanteler le monopole antillais en 3 phases distinctives mais interconnectées. La première, l'abolition de la traite négrière en 1807 fut motivée par la surproduction de sucre britannique, enfin c'est une surproduction de sucre britannique, et l'effondrement des prix qui en résulta pendant les guerres napoléoniennes. Le marché européen étant fermé, les planteurs saturés des anciennes îles se retrouvent avec des excédents invendables. Et ils soutiennent l'abolition non par humanité, mais pour restreindre la production globale et étouffer la concurrence des colonies plus récentes et plus fertiles. La deuxième phase, quand elle est vraiment abolie, parce que ça c'est pas la traite négrière, il y a l'abolition de la traite en 1807, mais là c'est l'abolition de l'esclavage en 1833, en Angleterre particulièrement, était directement liée au problème persistant de surproduction et à la volonté des capitalistes de détruire le monopole des planteurs. L'objectif était de rendre la culture antillaise plus coûteuse, affaiblissant ainsi l'argument des planteurs en faveur de la protection. En plaidant pour l'émancipation, le ministre des colonies, Lord Stanley, déclara qu'une diminution de cette production ne serait pas un sujet de regret, soulignant l'objectif du gouvernement de réaligner l'offre sur la consommation intérieure et de saper la justification du monopole. Le langage excessif des planteurs et leurs défis au gouvernement britannique alimentèrent la conviction parmi les esclaves que leur liberté avait été accordée par le roi, mais ils étaient illégalement retenus par leur maître. Cette perception transforma la tente en poudrière, préparant le terrain pour l'insurrection. Les révoltes d'esclaves devinrent plus fréquentes dans les colonies anglaises, visant un objectif clair, la liberté. Cette tendance s'intensifia jusqu'à atteindre un point de rupture. Alors on a les révoltes en Guyane britannique de 1808 à 1823, les meneurs décrits comme les esclaves les plus sensés, et leur demande n'était pas une amélioration de conditions, mais simplement d'être libres.
En Barbade, les rebelles nièrent que les mauvais traitements soient la cause de leur soulèvement, affirmant plutôt que leur île leur appartenait à eux. Et c'est en Jamaïque, en 1831, qui est un peu le point culminant dans les colonies anglaises, l'insurrection paralyse la colonie. Dans son rapport, le gouverneur conclut que la révolte était motivée par un désir d'obtenir la liberté et qu'elle avait rendu l'émancipation inévitable. Et du coup, il y a deux convergences qui se passent. Il y a la convergence de la pression des capitalistes depuis la métropole et une certaine pression des esclaves depuis les colonies, qui crée un choix incontournable pour le gouvernement britannique. L'émancipation par le haut ou des révoltes de plus en plus rapprochées et fréquentes par le bas. Soulignant que la tendance aux révoltes est parallèle aussi, on peut en discuter, à celle de l'intégration au marché en tant que travailleur libre et en fait le développement du capitalisme dans son ensemble. Les États-Unis restent une exception, un sujet en soi, puisque les conditions des Noirs et au fait la réponse des États-Unis de créer une colonie au sein de son propre pays. Ça n'empêchera pas que ces contradictions s'expriment pendant la guerre de sécession. Et dernièrement, la troisième phase, c'est l'abrogation de la préférence sucrière en 1846, qui est le coup de grâce à la traite. Une fois le système esclavagiste démantelé, les industriels, menés par des figures libre-échangistes comme Cobden et Bright, attaquèrent les droits de douane préférentiels sur le sucre. Ils qualifient de taxes odieuses et d'une sorte de charité parlementaire coûteuse pour les consommateurs britanniques. Plus important encore, ce monopole empêchait le commerce potentiellement lucratif avec des pays comme le Brésil et Cuba, qui étaient prêts à acheter des produits manufacturés britanniques en échange de leur sucre bon marché. La résistance des planteurs fut vaine, non seulement face aux capitalistes en Grande-Bretagne, mais aussi face aux esclaves eux-mêmes dans les Antilles. En France, ça sera en avril 1848 que l'esclavage sera aboli. 2 mois plus tard, c'est 3000 ouvriers parisiens qui seront massacrés. Le monde aura basculé. Mais finalement, on peut se demander, mais si le fondement du capitalisme c'est l'esclavage, comment est-ce que le capitalisme y survit, en fait, à la fin de la traite négrière? Pour ça, c'est important de comprendre comment les richesses accumulées par la traite négrière, elles ont formé et enrichi une bourgeoisie européenne qui, en fait, a encore son mot à dire aujourd'hui et commence à transformer les modes de production et de circulation des marchandises. En effet, le commerce triangulaire, il donne pas juste naissance au capitalisme par sa capacité à créer les premières formes de capital. Il a aussi été la première forme de commerce international, avec des échanges de marchandises entre 3 continents. Cette forme d'échange, elle est même bien plus profitable aujourd'hui et la bourgeoisie, elle a su le perfectionner. On prend l'exemple d'un téléphone. Aujourd'hui, il est conçu à la Silicon Valley. Ses composantes, ils viennent de minéraux d'Afrique du Sud et ils sont assemblés dans des usines en Chine et stockés dans des entrepôts du monde entier. Cette organisation internationale de la production, qui est propre au capitalisme, ça a pour première base la traite négrière et ça se perpétue, ça se perfectionne même après son arrêt. Dans la même logique d'organisation internationale de la production, on a aussi pour la première fois des pays qui se spécialisent sur la production d'une seule marchandise, avec par exemple des colonies qui ne produisent que du sucre. On se retrouve avec des économies qui sont totalement dépendantes en fait, des bourgeoisies européennes, parce qu'il faut importer tous les autres aliments, parce qu'il n'existe pas alors dans ces colonies aucune forme d'agriculture pour subvenir à leurs propres besoins. Toutes leur économie tourne pour produire du sucre pour les métropoles. Et ça reflète la réalité aujourd'hui de pays post-coloniaux dont les économies sont dites sous-développées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une industrie qui leur permet de produire pour eux-mêmes certains types de biens, des vaccins, des voitures, etc., etc. De la même manière, tout l'arsenal militaire et commercial, jusque dans les lois, les traités commerciaux, la répartition des langues dans le monde, la fameuse francophonie, en fait, ça vient de ces siècles et de ces siècles d'oppression coloniale et de l'asservissement de populations laborieuses, tout comme de très nombreux grands groupes et entreprises françaises. Je vais prendre quelques exemples pour l'illustrer. D'abord, l'assureur français AXA, qui est issu de plusieurs sociétés d'assurance, dont la plus ancienne, la compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie de Paris, date de 1816. Son fondateur, Jacob Dupont, avait fait fortune à Saint-Domingue, colonie sucrière française, devenue indépendante en 1804, vous savez, la nouvelle Haïti. Autre exemple, LVMH, donc leader mondial du luxe, il possède la maison de cognac Hennessy, qui fait également des affaires florissantes dans le commerce colonial. Et dernier exemple, les marchands qui fondèrent en 1800 la Banque de France, alors une banque privée adossée à l'État, avaient également fait fortune dans les colonies. Un des principaux actionnaires de cette banque, c'était Napoléon Bonaparte, qui en fait vivait des revenus des plantations esclavagistes possédées en Martinique par son épouse Joséphine de Beauharnais. Ces familles et ces grandes sociétés européennes sont donc économiquement issues d'une accumulation primitive de capital, dont la traite et l'esclavage furent l'une des sources criminelles et furent en partie à l'origine de la fondation du capitalisme international. Mais on pourrait se demander aussi, pourquoi alors ce capitalisme international, qui n'a plus besoin d'esclavagisme, a encore besoin du racisme? Parce qu'en effet, on le constate tous, à la fin de la traite négrière, ça n'a pas mis fin au racisme. Et ça car la bourgeoisie, elle a toujours intérêt
à entretenir des idées racistes avant de justifier la colonisation qu'elle mène ensuite en Afrique et en Outre-mer. En effet, cette époque de développement de l'impérialisme, il se caractérise par un surplus de capitaux entre les mains des monopoles des pays impérialistes. Ils se mettent donc à la recherche de nouveaux champs d'investissement que vont être les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Et ce développement de la production impérialiste, il ne s'est pas cantonné à l'établissement d'un contrôle financier industriel, mais bien et bien à l'établissement du contrôle de la bourgeoisie impérialiste sur des pays entiers. Ernest Mandel, il écrit dans Introduction au marxisme, « L'ère impérialiste est avant tout placée sous le signe de la conquête coloniale ». Et en fait, c'est au nom d'une pseudo-mission civilisatrice, entre guillemets, que le gouvernement français, il explique l'asservissement de peuples entiers. Jules Ferry, il prononce dans cette logique un discours qui servira de propagande raciste, justifiant la colonisation. Il dit « Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Fin de la citation. On le voit dans ce discours, les arguments biologiques du racisme, même s'ils sont toujours évoqués à ce moment-là, est-ce qu'ils ont une âme, est-ce que c'est des êtres humains, la taille du crâne, tout ça, en fait, ils sont renforcés par d'autres arguments, des arguments culturels. Il faudrait coloniser, parce qu'il existe des peuples barbares, non civilisés. Il faudrait sauver leurs femmes de la sauvagerie et apporter la lumière de l'Occident. C'est ça qu'ils disent à ce moment-là. Et en fait, c'est cette idéologie, produite pour défendre ses intérêts colonisateurs, que la bourgeoisie répand durant des siècles et des siècles. Il est donc évident que le racisme, en tant qu'oppression structurelle, c'est lié inéluctablement au capitalisme. Et ça explique la continuation de l'oppression raciste bien après la fin de l'esclavage et la fin de la colonisation. Une oppression qui, aujourd'hui, sert à diviser les travailleurs et à maintenir une partie de notre classe dans une situation de surexploitation. Et pour finir sur une dernière idée, et qui, je pense, permet d'expliquer de manière encore plus frappante que la lutte contre le racisme et contre le capitalisme, ils doivent se mener de front, c'est que c'est l'esclavage, en fait, qui a entraîné les premières formes massives de concentration de travailleurs, entre guillemets, des travailleurs forcés à l'époque. Le prolétariat, il n'existait pas encore à Saint-Domingue, mais en fait, c'est 460 000 esclaves qui sont réunis dans les ateliers et dans les plantations. En réalité, le capitalisme, il crée deux tendances contradictoires. D'une part, une tendance de division de la classe ouvrière, en martelant des idées racistes dans la tête des travailleurs et en soumettant certaines de ces couches à une surexploitation et à une oppression particulière. D'autre part, et ça fait partie des contradictions du capitalisme, une tendance à l'unification de l'ensemble de la classe ouvrière. Des travailleurs qui, qu'importe leur couleur de peau, qu'importe leur langue maternelle, vivent dans leur chair la même exploitation et partagent aujourd'hui les mêmes usines, les mêmes services, les mêmes patrons. C'est cette exploitation qui crée une conscience commune, qui s'est exprimée dans maints slogans de grève de travailleurs étrangers pour la dignité, contre le racisme et pour des meilleures conditions de travail, français, étrangers, même patron, même combat. Et c'est cette conscience d'intérêt commun, de la nécessité de se battre ensemble contre toutes les attaques racistes, antisociales et autres que nous on veut pousser partout, dans toutes les luttes, dans toutes les mobilisations. Parce que la nature même du racisme ne nous laisse pas le choix, pas d'autre choix pour le faire reculer, et qu'il n'y aura pas d'autre choix pour reléguer le racisme à la poubelle de l'histoire que de renverser le capitalisme.